Un agriculteur menait une vie paisible dans sa grande propriété rurale. Un jour, il découvrit des pommes noires éparpillées près du verger. Curieux, il décida de les garder et d'observer ce qui se passerait avec le temps. Quand les pommes commencèrent à s'ouvrir, quelque chose laissa tout le monde sous le choc. Avant de découvrir cette histoire surprenante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le soleil levant lançait ses premiers rayons sur le vaste verger de Pierre Dubois, teintant les feuilles de ton doré, tandis qu'il effectuait son inspection matinale. L'agriculteur de 45 ans marchait entre les arbres, avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait chaque tronc, chaque branche, chaque feuille de cet endroit dont il avait hérité de son père. Ses pas étaient fermes sur la terre humide de rosée, et ses mains calleuses touchaient occasionnellement les troncs des pommiers, comme pour les saluer. C'est alors que quelque chose d'inhabituel attira son attention. Sur le sol, près de l'un des plus vieux arbres du verger, il y avait une pomme différente de toutes celles qu'il avait vues au cours de ses années de culture. Le fruit était complètement noir, comme s'il avait été plongé dans de l'encre sombre. Pierre Dubois se baissa, ramassant la pomme avec précaution. La texture était lisse et malgré la coloration anormale, il n'y avait aucun signe de pourriture. « Comme c'est étrange », murmura-t-il pour lui-même, faisant tourner le fruit entre ses doigts. En levant les yeux, il se rendit compte que ce n'était pas seulement une pomme isolée, il y en avait plusieurs autres éparpillées sur le sol, toutes avec la même coloration mystérieuse. Certaines pendaient encore aux branches, contrastant dramatiquement avec les feuilles vertes. Marie, sa femme, s'approcha avec un panier d'œufs fraîchement récoltés. « Pierre, le café et... qu'est-ce que c'est ?» Elle interrompit sa phrase en remarquant l'expression concentrée de son mari et l'étrange fruit dans ses mains. « Je ne sais pas trop, » répondit-il, lui tendant la pomme pour qu'elle l'examine. « J'en ai trouvé plusieurs comme ça aujourd'hui. Je n'ai jamais rien vu de tel en toutes ces années. » Marie fronça les sourcils, étudiant le fruit avec la même curiosité que son mari. « Serait-ce une maladie? Une nouvelle peste ?»« Ça n'en a pas l'air, » répondit Pierre, ramassant d'autres pommes noires au sol. « Regarde, la texture est parfaite, il n'y a pas de marque d'insectes, aucun signe de détérioration. C'est comme si elles étaient nées ainsi. » Le couple décida de ramasser toutes les pommes noires qu'ils trouvèrent, remplissant 2 grands paniers. Pierre Dubois en mit quelques-unes de côté pour analyse et rangea les autres dans une pièce fraîche de la grange. Sa fille Sophie, une étudiante en agronomie de 20 ans, serait fascinée par cette découverte à son retour de l'université le week-end. Dans les jours qui suivirent, Pierre Dubois observa attentivement son verger. D'autres pommes noires continuaient d'apparaître, toujours sur les mêmes arbres. Il commença à prendre des notes détaillées sur le phénomène, enregistrant les dates, la quantité de fruits et tout changement qu'il percevait. C'est dans l'après-midi du 5e jour que la première pomme noire commença à s'ouvrir. Pierre Dubois rangeait ses outils lorsqu'il entendit Marie l'appeler avec urgence depuis la grange. En arrivant là-bas, il trouva sa femme regardant fixement l'un des paniers. La pomme s'était fendue en 2 comme une fleur s'épanouissant et à l'intérieur se trouvait quelque chose qui leur coupa le souffle à tous les deux. Des graines qui émettaient une lueur dorée douce, presque hypnotique. Ce n'était pas un reflet de la lumière, les graines brillaient réellement de leur propre lumière. « Mon Dieu !» murmura Marie, sa voix tremblant légèrement. « Que se passe-t-il ici, Pierre ?» Il n'avait pas de réponse. En toutes ces années de travail de la terre, il n'avait jamais rien vu de tel. Les graines dorées semblaient pulser d'une énergie propre, comme de petits cœurs brillants. Dans les jours qui suivirent, d'autres pommes commencèrent à s'ouvrir, révélant le même phénomène extraordinaire. Pierre Dubois commença à planter certaines des graines dans des pots séparés, les gardant sous observation constante. Sa curiosité scientifique luttait avec un sentiment grandissant qu'il avait affaire à quelque chose qui dépassait la compréhension normale. Le phénomène commença à affecter sa routine. Pierre Dubois passait de plus en plus de temps dans la grange, observant les pommes et prenant des notes. Marie le trouvait souvent assis en silence, contemplant les graines brillantes avec un regard distant. « Nous devons garder ça secret pour l'instant », dit-il un soir, pendant le dîner. « Au moins jusqu'à ce que nous comprenions mieux ce qui se passe. » Marie acquiesça, mais tous deux savaient qu'il serait difficile de cacher quelque chose d'aussi extraordinaire pendant longtemps. Il y avait déjà des commentaires en ville sur les étranges lumières qui étaient parfois vues venant de la direction de la ferme pendant la nuit. La nouvelle de la première graine qui germa arriva par Sophie, qui avait assumé la tâche de surveiller les pots pendant ses visites de week-end.
La pousse qui émergea de la terre n'était pas verte, mais avait une teinte argentée métallique qui scintillait sous la lumière du soleil. « Papa » dit Sophie, ajustant ses lunettes tout en examinant la pousse avec fascination. « C'est absolument impossible. Les plantes ne poussent pas comme ça. Elles ne peuvent pas pousser comme ça. » Pierre Dubois se contenta d'acquiescer, observant la délicate pousse argentée qui défiait tout ce qu'il connaissait sur l'agriculture. Quelque chose d'extraordinaire se passait dans sa ferme, quelque chose qui changerait pour toujours non seulement sa vie, mais celle de tous ceux autour de lui. Ce soir-là, alors que la famille se réunissait pour le dîner, le ciel était particulièrement étoilé. Au fil des semaines, des changements subtils commencèrent à se manifester dans la propriété de Pierre Dubois. La première chose qu'il remarqua fut la croissance accélérée des plants nés des graines dorées. En seulement 15 jours, ils s'étaient déjà transformés en petits arbres d'environ 1 mètre de haut, avec des feuilles argentées qui dansaient au vent comme des rubans métalliques. Mais ce n'étaient pas seulement les nouvelles plantes qui se comportaient de manière inhabituelle. Tout le verger semblait répondre à la présence de ces arbres mystiques. Les pommiers traditionnels, certains vieux de plusieurs décennies, commencèrent à produire des fruits plus gros et plus juteux. Le sol autour devint plus sombre et plus fertile, comme s'il avait été enrichi par une force invisible. Sophie, qui passait maintenant plus de temps à la ferme qu'à l'université, collectait méticuleusement des données. « C'est inexplicable », commentait-elle en mesurant le périmètre de l'un des troncs argentés. « La croissance de ces arbres défie toutes les lois de la botanique que nous connaissons. Et regarde ça, papa !» Elle pointa du doigt le sol autour de l'arbre, où de petites fleurs sauvages poussaient spontanément, leurs pétales arborant des teintes irisées jamais vues auparavant dans la région. Le potager de la famille commença également à présenter des résultats extraordinaires. Les tomates grossissaient jusqu'à la taille d'orange, les laitues développaient des feuilles charnues et croquantes, et les carottes émergèrent de la terre avec un subtil éclat doré. Le plus impressionnant était qu'aucun parasite n'osait s'approcher des cultures. C'était comme si une barrière invisible protégeait chaque carré de jardin. Marie, qui avait toujours entretenu un petit jardin d'herbes médicinales, remarqua que ces plantes étaient également différentes. « Les propriétés curatives semblent plus puissantes », expliqua-t-elle à Pierre Dubois un après-midi en préparant une tisane de menthe. Madame Lefebvre, qui a toujours souffert de douleurs articulaires, a dit qu'une seule tasse de mon thé lui a fait plus de bien que jamais. Les animaux de la ferme montraient également des changements dans leur comportement. Les poules commencèrent à pondre des œufs avec des coquilles qui présentaient un éclat nacré, et leur jaune était d'un jaune plus intense et plus nutritif. Les vaches produisaient du lait en plus grande quantité que la normale, avec un goût exceptionnellement riche et crémeux. Mais c'est le comportement du vieux chien de la famille, Médor, qui intrigua le plus Pierre Dubois. L'animal avait développé l'étrange habitude de s'asseoir près des arbres argentés pendant des heures, comme s'il était dans une sorte de transe contemplative. Parfois, il aboyait vers le ciel apparemment sans raison, seulement pour que quelques minutes plus tard, une pluie douce commence à tomber. C'est comme s'il savait, commenta Sophie, en observant Médor dans une de ces occasions. Comme s'il pouvait sentir les changements du temps avant même qu'ils ne se produisent. La nouvelle des transformations commença à se répandre dans la région, d'abord comme des murmures entre voisins, puis comme des histoires qui voyageaient de bouche à oreille. Les gens commencèrent à remarquer que les produits venant de la ferme de Pierre Dubois étaient différents, plus savoureux, plus nutritifs, plus vitaux. Un jour, pendant le marché de la ville, une vieille dame s'approcha de l'étal où Marie vendait ses produits. Ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne tandis qu'elle examinait les pommes exposées. « Il y a une magie ancienne dans votre terre », murmura-t-elle en prenant l'un des fruits. Le genre de magie qui s'éveille quand la terre reconnaît un véritable gardien. Pierre Dubois, qui aidait sa femme au marché, sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale en entendant ces paroles. La dame continua. « Vous avez été choisi. Les arbres anciens savent reconnaître les âmes qui peuvent protéger leurs secrets. » Avant qu'il ne puisse la questionner, la dame disparut dans la foule du marché, ne laissant derrière elle que l'écho de ses paroles énigmatiques et la sensation que quelque chose de plus grand encore était à venir. Ce soir-là, alors que la famille dînait sur la véranda de la maison, observant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes roses et dorées, Pierre Dubois contemplait les changements qui s'étaient produits dans sa propriété. Les arbres argentés se balançaient doucement dans la brise du soir.
leurs feuilles reflétant les derniers rayons du soleil comme de minuscules miroirs. « Papa !» appela Sophie, interrompant ses pensées. « Je pense que nous devons commencer à réfléchir à la façon dont nous allons gérer tout ça. Les gens commencent à poser des questions, et il ne faudra pas longtemps avant que d'autres ne veuillent connaître le secret de notre succès. » Pierre Dubois acquiesça lentement, conscient du poids de la responsabilité qui reposait sur ses épaules. Les paroles de la dame du marché résonnaient dans son esprit. Ils avaient été choisis. Mais choisis pourquoi? Et comment devaient-ils procéder avec ce don extraordinaire qui leur avait été accordé? La renommée des merveilles qui se produisaient à la ferme de Pierre Dubois se répandit comme une traînée de poudre. Bientôt, des voitures commencèrent à apparaître sur le chemin de terre menant à la propriété. Au début, ce n'étaient que des curieux de la région, mais au fil des jours, des gens de plus en plus lointains commencèrent à arriver. Parmi les visiteurs se distinguait Luc Mercier, un homme d'affaires dans le domaine de la biotechnologie, qui arriva dans une voiture luxueuse accompagnée d'une équipe de spécialistes. Son intérêt pour les arbres argentés était évident, et ses offres étaient tentantes. « Monsieur Dubois, dit Luc, ajustant sa cravate coûteuse tout en marchant dans le verger, je suis prêt à offrir une somme substantielle pour quelques plants de ces arbres extraordinaires. Pensez aux possibilités. Nous pourrions révolutionner l'agriculture mondiale. » Pierre Dubois écoutait poliment, mais quelque chose en son fort intérieur l'avertissait d'être prudent. Les paroles de la dame du marché sur le fait d'être un gardien résonnaient dans son esprit. « J'apprécie votre intérêt, monsieur Mercier, mais pour l'instant je n'envisage pas de vendre le moindre plan. » L'homme d'affaires n'abandonna pas facilement. Chaque semaine, il revenait avec des offres plus généreuses et des promesses plus grandioses. « 5 millions pour seulement 3 plants, proposa-t-il lors de sa dernière visite en tendant un chèque pré-rempli. Pensez à ce que vous pourriez faire avec cet argent. » Marie, qui observait tout avec inquiétude, soutint la décision de son mari de refuser les offres. « Il se passe quelque chose de spécial ici, » dit-elle un soir, alors qu'il préparait le dîner. « Quelque chose qui ne peut pas être acheté ou vendu. » Sophie, quant à elle, se consacrait à étudier le phénomène scientifiquement. Elle avait converti une petite grange en laboratoire improvisé où elle passait des heures à analyser des échantillons de sol, de feuilles et de fruits. « C'est fascinant, » expliquait-elle à sa famille. « Les cellules de ces plantes ont une structure que je n'ai jamais vue dans aucun livre ou article scientifique. » Pendant ce temps, la communauté locale commençait à connaître des changements positifs grâce à la générosité de Pierre. Il avait commencé à faire don d'une partie de sa production excédentaire à l'école municipale et à la maison de retraite de la ville. Les enfants qui se nourrissaient des produits de la ferme montraient une amélioration de leur développement et de leur concentration, tandis que les personnes âgées rapportaient une meilleure disposition et vitalité. Madame Dubois, la cuisinière de l'école, ne se lassait pas de faire des éloges. Ces légumes ont quelque chose de spécial. Les enfants commencent même à demander une deuxième portion de salade. Qui aurait cru ça possible? Un jour, une jeune institutrice de l'école, Claire, vint remercier personnellement. Elle apportait avec elle des dessins faits par les élèves, représentant le verger magique tel qu'ils l'imaginaient. « Monsieur Pierre, vous n'imaginez pas l'impact que vous avez sur la vie de ces enfants. Ce n'est pas seulement la nourriture, c'est l'espoir que vous avez apporté à notre communauté. » Les paroles de Claire touchèrent profondément Pierre. Cet après-midi-là, en marchant parmi les arbres argentés, il commença à comprendre que son rôle allait au-delà de simplement prendre soin de ce don extraordinaire. C'était son devoir de partager ses bienfaits de manière consciente et responsable. La présence constante de visiteurs, cependant, commençait à affecter la routine de la ferme. Certains, plus audacieux, essayaient de cueillir des feuilles ou des branches en cachette. Pierre se vit obligé d'embaucher des gardes et d'établir des horaires de visite limités. C'est pendant cette période qu'il rencontra Hélène, une botaniste respectée qui aborda le phénomène avec une perspective différente des autres chercheurs. « Ce que vous avez ici, dit-elle après avoir passé une semaine à étudier le verger, est un exemple parfait de la façon dont il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas sur la nature. Certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées ou exploitées commercialement. Elles doivent être protégées. » Les paroles d'Hélène résonnèrent avec ce que Pierre ressentait déjà instinctivement. Un matin particulièrement agité, alors qu'il observait une nouvelle file de voitures se former à l'entrée de la ferme, il prit une décision importante.
Il était temps de trouver un équilibre entre partager les bénédictions de sa terre et protéger son mystère. Avec l'aide de Sophie et d'Hélène, il commença à développer un programme de visite contrôlée, où de petits groupes pouvaient découvrir le verger et apprendre sur les pratiques agricoles durables. Les arbres argentés et les pommes noires restaient dans une zone restreinte, protégés des regards curieux et des mains avides. « Papa, » dit Sophie un soir alors qu'ils organisèrent les registres des visites, « je pense que j'ai finalement compris pourquoi les arbres ont choisi notre ferme. » Elle fit une pause, regardant par la fenêtre le verger éclairé par la lune. Ce n'est pas seulement pour la terre ou le soin que nous apportons aux plantes. C'est pour la façon dont nous choisissons d'utiliser ce don pour aider les autres. La nuit tomba sur la ferme comme un manteau velouté, apportant avec elle une quiétude différente de l'habituelle. Pierre, épuisé après une nouvelle journée de visite guidée, s'endormit dès que sa tête toucha l'oreiller. C'est alors que les rêves commencèrent. Dans le premier rêve, il se vit dans son verger, mais les arbres argentés avaient grandi jusqu'à atteindre les nuages. Leurs feuilles murmuraient des messages qu'il ne parvenait pas à comprendre complètement. Une sensation d'urgence remplissait l'air, et le vent portait un avertissement silencieux. Il se réveilla en sursaut, en sueur froide. Marie, percevant son inquiétude, alluma la lampe de chevet. « Qu'est-ce qui se passe, Pierre ? Tu t'agitais. »« J'ai rêvé du verger, » répondit-il, essayant encore d'organiser ses pensées. C'était différent, comme si les arbres essayaient de me dire quelque chose. Les nuits suivantes, les rêves continuèrent, de plus en plus vivides et perturbants. Dans l'un d'eux, il vit des nuages sombres se former à l'horizon, plus grands et plus menaçants que n'importe quelle tempête qu'il avait jamais vue. Dans le rêve, les arbres argentés bougeaient de façon coordonnée, leurs feuilles pointant toutes dans la même direction. Sophie, qui avait commencé à dormir plus fréquemment à la ferme, commença aussi à avoir des rêves similaires. « C'est comme si nous étions connectés à quelque chose de plus grand », commenta-t-elle pendant le petit déjeuner. « Les arbres semblent nous préparer à quelque chose. » La confirmation que les rêves n'étaient pas une simple coïncidence vint à travers Médor. Le chien commença à présenter un comportement encore plus étrange, aboyant avec insistance vers le ciel clair et creusant des trous à des endroits spécifiques du verger. Pierre, qui avait appris à faire confiance aux instincts de l'animal, commença à cartographier ses points. Hélène, la botaniste qui était devenue une amie proche de la famille, visitait régulièrement la ferme pour suivre les changements. « Les animaux ont une sensibilité que nous avons perdue au cours de l'évolution, » expliqua-t-elle, observant Médor creuser un autre trou. « S'il agit ainsi, il doit y avoir une raison. » C'est lors d'une de ces visites qu'Hélène apporta des nouvelles préoccupantes. Les météorologues détectent des schémas climatiques inhabituels dans la région. Un phénomène atmosphérique sans précédent est prévu pour les prochaines semaines. Les paroles d'Hélène semblèrent éveiller quelque chose dans les arbres argentés. Cet après-midi-là, leurs feuilles commencèrent à bouger de façon synchronisée, même sans vent, pointant toutes vers l'ouest. Pierre, suivant son instinct, commença à faire des marques sur le terrain en suivant la direction indiquée par les arbres. Marie, qui avait toujours eu un côté plus pratique, suggéra qu'ils commencent à se préparer à ce qui pourrait arriver. Si ces rêves sont des avertissements, nous devons les écouter. La famille commença les préparatifs discrètement, ne voulant pas causer de panique dans la communauté. Pierre renforça les structures de la ferme, suivant précisément les points que Médor avait indiqués par ses excavations. Sophie, utilisant ses connaissances en ingénierie, aida à créer un système de drainage aux endroits pointés par les arbres. Les rêves s'intensifièrent à mesure que les jours passaient. Maintenant, Pierre voyait clairement dans ses visions nocturnes le chemin que la tempête prendrait. Les arbres argentés dans ses rêves formaient une barrière protectrice, leurs racines s'entrelaçant sous la terre comme un filet de sécurité. Une nuit particulièrement significative, Pierre eut un rêve différent. Dans celui-ci, la dame du marché apparut à nouveau, ses paroles résonnant avec une clarté cristalline. Le gardien doit protéger non seulement les arbres, mais tous ceux qui cherchent refuge à leur ombre. Il se réveilla avec une certitude absolue de ce qu'il devait faire. Pendant le petit déjeuner, il partagea sa décision avec sa famille. Nous devons préparer la ferme non seulement pour nous protéger, mais pour abriter ceux qui en auront besoin quand la tempête arrivera. Marie et Sophie furent immédiatement d'accord. Elles commencèrent à adapter la grange et d'autres hangars, les transformant en abris potentiels. Hélène, en apprenant le plan,
mobilisa ses contacts à l'université pour obtenir discrètement des fournitures d'urgence. Les arbres argentés semblaient approuver le plan. Leurs branches bougeaient doucement, même les jours sans vent, comme si elles acquiesçaient. La nuit, l'éclat qu'ils émettaient semblait plus intense, formant un dais lumineux au-dessus de la propriété. Alors que la famille se préparait, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé depuis l'apparition des premières pommes noires. Le don qu'ils avaient reçu n'était pas seulement un privilège, mais une responsabilité. Et maintenant, avec la tempête qui approchait, il allait être mis à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. L'aube apporta avec elle un ciel d'un bleu intense et clair, mais Pierre savait que cette sérénité était trompeuse. Les signes de la nature étaient de plus en plus évidents pour qui savait les interpréter. Les fourmis de la ferme commençaient à construire leurs fourmilières à des niveaux plus élevés du terrain. Les oiseaux volaient en formations inhabituelles et les vaches refusaient de paître dans certaines zones du pâturage. Sophie, qui poursuivait ses recherches dans le laboratoire improvisé, remarqua des changements significatifs dans les lectures de ses instruments. La pression atmosphérique présente des variations anormales, expliqua-t-elle pendant le déjeuner, étalant des graphiques sur la table de la cuisine. Et les arbres argentés produisent une quantité extraordinaire de sève. La nouvelle de l'approche d'un phénomène climatique sans précédent commença à circuler dans la ville. Le maire convoqua une réunion d'urgence avec les principaux leaders de la communauté, et Pierre fut appelé à y participer. Dans la salle de la mairie, des météorologues présentèrent des données alarmantes sur la formation d'un cyclone d'une ampleur jamais vue dans la région. Les prévisions indiquent des vents allant jusqu'à 150 km/h, expliqua le météorologue en chef, pointant vers des cartes satellites. Nous devons commencer immédiatement l'évacuation des zones les plus vulnérables. Pierre se leva pendant la réunion, sa voix calme mais ferme résonnant dans la salle. Ma ferme peut servir d'abri. Nous avons des structures renforcées et des provisions suffisantes pour accueillir plusieurs familles. Son offre fut accueillie avec un mélange de soulagement et de scepticisme. Certains connaissaient les histoires sur les propriétés mystiques de sa terre. D'autres doutaient qu'une ferme puisse offrir une protection adéquate contre une force aussi dévastatrice. De retour à la propriété, la famille intensifia les préparatifs. Marie organisa le stock de nourriture et de médicaments, tandis que Sophie coordonnait l'adaptation des espaces pour accueillir les gens. Les arbres argentés semblaient répondre à l'urgence du moment. Leurs feuilles émettaient une lueur plus intense pendant la nuit, et leurs sève dorées coulaient en formant des motifs qui ressemblaient à des cartes naturelles sur le sol. Hélène, qui était devenue une présence constante à la ferme, apporta une découverte intrigante. Les racines des arbres argentés s'étendent d'une manière extraordinaire, expliqua-t-elle, montrant des images d'un radar de sol. Elle crée un réseau souterrain qui semble renforcer toute la structure du terrain. Un phénomène encore plus surprenant commença à se manifester. Les arbres commencèrent à lâcher leurs feuilles de manière ordonnée, formant des chemins argentés qui menaient à des points spécifiques de la propriété. Pierre, suivant ces chemins, découvrit qu'ils indiquaient exactement où des renforts et des protections devaient être installés. Médor, le fidèle chien de la famille, passait maintenant ses nuits à faire des rondes autour de la propriété, comme s'il patrouillait un périmètre invisible. Son comportement avait radicalement changé. Il n'aboyait plus vers le ciel, mais gardait un regard fixe sur l'horizon, comme s'il montait la garde. La communauté commença à réaliser que quelque chose de spécial se passait à la ferme. Des gens arrivaient quotidiennement, offrant leur aide pour les préparatifs. Madame Dubois apporta ses herbes médicinales, Monsieur Martin mit son tracteur à disposition pour les travaux lourds, et même Lucas Moreau, l'homme d'affaires qui voulait auparavant acheter les plants, offrit des ressources et des équipements sans faire d'exigence. C'est incroyable comme les gens s'unissent dans les moments de besoin, commenta Marie, observant les bénévoles travailler. Pierre acquiesça, réalisant que le véritable don des arbres mystiques n'était peut-être pas seulement leur magie apparente, mais leur capacité à éveiller le meilleur chez les gens. Un après-midi, alors qu'il supervisait l'installation de panneaux de protection, Pierre remarqua quelque chose d'extraordinaire. De petites pousses argentées commençaient à apparaître tout autour de la propriété, formant un cercle naturel. Sophie, après analyse, confirma qu'il s'agissait de descendants des arbres originaux, nés spontanément. C'est comme s'ils créaient une barrière protectrice, dit-elle, émerveillée.
La nature s'organise pour nous défendre. Au fil des jours, l'atmosphère à la ferme se transformait. Ce qui avait commencé comme un refuge devenait un symbole d'espoir et d'union pour toute la communauté. Les gens qui venaient aider aux préparatifs repartèrent différents, touchés par quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Le ciel s'éveilla avec une coloration violacée inquiétante, et un silence pesant planait sur la région. À la ferme de Pierre, les préparatifs entraient dans leur phase finale. La grange principale avait été transformée en un grand dortoir communautaire avec des lits superposés improvisés et des zones séparées pour les familles. L'ancien hangar à outils abritait maintenant une infirmerie d'urgence organisée par Madame Dubois et d'autres femmes de la communauté qui avaient des connaissances en médecine naturelle. Les arbres argentés semblaient plus hauts et plus brillants que jamais. Leurs feuilles émettaient une lueur constante, même pendant la journée, créant un dais lumineux qui s'étendait sur toute la propriété. La sève dorée qui coulait de pendant ce temps, la communauté locale commençait à expérimenter des changements positifs grâce à la générosité de Pierre. Il avait commencé à donner une partie de sa production excédentaire à l'école municipale et à la maison de retraite de la ville. Les enfants qui se nourrissaient des produits de la ferme montraient une amélioration dans leur développement et leur concentration, tandis que les personnes âgées rapportaient plus d'énergie et de vitalité. Madame Dubois, la cuisinière de l'école, ne se lassait pas de faire des éloges. Ces légumes ont quelque chose de spécial. Les enfants en redemandent même de la salade. Qui aurait cru ça possible? Un jour, une jeune institutrice de l'école, Claire, vint remercier personnellement. Elle apportait avec elle des dessins faits par les élèves, représentant le verger magique tel qu'ils l'imaginaient. « Monsieur Pierre, vous n'imaginez pas l'impact que vous avez sur la vie de ces enfants. Ce n'est pas seulement la nourriture, c'est l'espoir que vous avez apporté à notre communauté. » Les paroles de Claire touchèrent profondément Pierre. Cet après-midi-là, alors qu'il marchait parmi les arbres argentés, il commença à comprendre que son rôle allait au-delà de simplement prendre soin de ce don extraordinaire. C'était son devoir de partager ses bienfaits de manière consciente et responsable. La présence constante de visiteurs, cependant, commençait à affecter la routine de la ferme. Certains, plus audacieux, essayaient de cueillir des feuilles ou des branches en cachette. Pierre se vit obligé d'embaucher des agents de sécurité et d'établir des horaires limités pour les visites. C'est pendant cette période qu'il rencontra Hélène, une botaniste respectée qui aborda le phénomène avec une perspective différente des autres chercheurs. « Ce que vous avez ici, dit-elle après avoir passé une semaine à étudier le verger, est un exemple parfait de la façon dont il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas sur la nature. Certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées ou exploitées commercialement, elles doivent être protégées. » Les paroles d'Hélène résonnèrent avec ce que Pierre ressentait déjà instinctivement. Un matin particulièrement agité, alors qu'il observait une nouvelle file de voitures se former à l'entrée de la ferme, il prit une décision importante. Il était temps de trouver un équilibre entre partager les bénédictions de sa terre et protéger son mystère. Avec l'aide de Sophie et Hélène, il commença à développer un programme de visite contrôlée, où de petits groupes pouvaient découvrir le verger et apprendre sur les pratiques agricoles durables. Les arbres argentés et les pommes noires restaient dans une zone restreinte, protégés des regards curieux et des mains avides. « Papa, » dit Sophie un soir, alors qu'ils organisaient les registres des visites, « je pense que j'ai enfin compris pourquoi les arbres ont choisi notre ferme. » Elle fit une pause, regardant par la fenêtre le verger illuminé par la lune. « Ce n'est pas seulement pour la terre ou le soin que nous apportons aux plantes. C'est pour la façon dont nous choisissons d'utiliser ce don pour aider les autres. » La nuit tomba sur la ferme, comme un manteau velouté, apportant avec elle une quiétude différente de l'habituelle. Pierre, épuisé après une nouvelle journée de visite guidée, s'endormit dès que sa tête toucha l'oreiller. C'est alors que les rêves commencèrent. Dans le premier rêve, il se vit dans son verger, mais les arbres argentés avaient grandi jusqu'à atteindre les nuages. Leurs feuilles chuchotèrent des messages qu'il ne parvenait pas à comprendre complètement. Une sensation d'urgence remplissait l'air, et le vent portait un avertissement silencieux. Il se réveilla en sursaut, en sueur froide. Marie, percevant son inquiétude, alluma la lampe de chevet. « Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Tu t'agitais. »« J'ai rêvé du verger, » répondit-il, essayant encore d'organiser ses pensées. C'était différent.
comme si les arbres essayaient de me dire quelque chose. Les nuits suivantes, les rêves continuèrent, de plus en plus vivides et troublants. Dans l'un d'eux, il vit des nuages sombres se former à l'horizon, plus grands et plus menaçants que n'importe quelle tempête qu'il avait déjà vue. Dans le rêve, les arbres argentés bougeaient de façon coordonnée, leurs feuilles pointant toutes dans la même direction. Sophie, qui avait commencé à dormir plus fréquemment à la ferme, commença aussi à avoir des rêves similaires. C'est comme si nous étions connectés à quelque chose de plus grand, commenta-t-elle pendant le petit déjeuner. Les arbres semblent nous préparer à quelque chose. La confirmation que les rêves n'étaient pas une simple coïncidence vint de Médor. Le chien commença à présenter un comportement encore plus étrange, aboyant avec insistance vers le ciel clair et creusant des trous à des endroits spécifiques du verger. Pierre, qui avait appris à faire confiance aux instincts de l'animal, commença à cartographier ses points. Hélène, la botaniste qui était devenue une amie proche de la famille, visitait régulièrement la ferme pour suivre les changements. « Là, les animaux ont une sensibilité que nous avons perdue au cours de l'évolution, » expliqua-t-elle, observant Médor creuser un nouveau trou. « S'il agit ainsi, il doit y avoir une raison. » C'est lors d'une de ces visites qu'Hélène apporta des nouvelles inquiétantes. Les météorologues détectent des schémas climatiques inhabituels dans la région. Il y a une prévision d'un phénomène atmosphérique sans précédent pour les prochaines semaines. Les paroles d'Hélène semblèrent éveiller quelque chose dans les arbres argentés. Cet après-midi-là, leurs feuilles commencèrent à bouger de façon synchronisée, même sans vent, toutes pointant vers l'ouest. Pierre, suivant son instinct, commença à faire des marquages sur le terrain en suivant la direction indiquée par les arbres. Marie, qui avait toujours eu un côté plus pratique, suggéra qu'ils commencent à se préparer pour ce qui pourrait arriver. Si ces rêves sont des avertissements, nous devons les écouter. La famille commença les préparatifs discrètement, ne voulant pas causer de panique dans la communauté. Pierre renforça les structures de la ferme, suivant précisément les points que Médor avait indiqués par ses excavations. Sophie, utilisant ses connaissances en ingénierie, aida à créer un système de drainage aux endroits pointés par les arbres. Les rêves s'intensifièrent au fil des jours. Maintenant, Pierre voyait clairement dans ses visions nocturnes le chemin que la tempête ferait. Les arbres argentés dans ses rêves formaient une barrière protectrice, leurs racines s'entrelaçant sous la terre comme un filet de sécurité. Une nuit particulièrement significative, Pierre eut un rêve différent. Dans celui-ci, la vieille dame du marché apparut à nouveau, ses paroles résonnant avec une clarté cristalline. Le gardien doit protéger non seulement les arbres, mais tous ceux qui cherchent refuge sous leur ombre. Il se réveilla avec une certitude absolue de ce qu'il devait faire. Pendant le petit déjeuner, il partagea sa décision avec sa famille. Nous devons préparer la ferme non seulement pour nous protéger, mais pour abriter ceux qui en auront besoin quand la tempête arrivera. Marie et Sophie acquiescèrent immédiatement. Elles commencèrent à adapter la grange et d'autres hangars, les transformant en abris potentiels. Hélène, en apprenant le plan, mobilisa ses contacts à l'université pour obtenir discrètement des fournitures d'urgence. Les arbres argentés semblaient approuver le plan. Leurs branches bougeaient doucement, même les jours sans vent, comme si elles acquiesçaient. La nuit, la lueur qu'ils émettaient semblait plus intense, formant un dais lumineux au-dessus de la propriété. Tandis que la famille se préparait, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé depuis l'apparition des premières pommes noires. Le don qu'ils avaient reçu n'était pas seulement un privilège, mais une responsabilité. Et maintenant, avec la tempête qui approchait, il allait être mis à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. L'aube apporta avec elle un ciel d'un bleu intense et clair, mais Pierre savait que cette sérénité était trompeuse. Les signes de la nature étaient de plus en plus évidents pour qui savait les interpréter. Les fourmis de la ferme commençaient à construire leurs fourmilières à des niveaux plus élevés du terrain. Les oiseaux volaient en formations inhabituelles et les vaches refusaient de paître dans certaines zones du pâturage. Sophie, qui continuait ses recherches dans le laboratoire improvisé, remarqua des changements significatifs dans les lectures de ses instruments. La pression atmosphérique présente des variations anormales, expliqua-t-elle pendant le déjeuner, étalant des graphiques sur la table de la cuisine. Et les arbres argentés produisent une quantité extraordinaire de sève. La nouvelle de l'approche d'un phénomène climatique sans précédent commença à circuler dans la ville.
Le maire convoqua une réunion d'urgence avec les principaux leaders de la communauté, et Pierre fut appelé à y participer. Dans la salle de la mairie, des météorologues présentèrent des données alarmantes sur la formation d'un cyclone d'une ampleur jamais vue dans la région. Les prévisions indiquent des vents allant jusqu'à 150 km par heure, expliqua le météorologue en chef, pointant vers des cartes satellites. Nous devons commencer immédiatement l'évacuation des zones les plus vulnérables. Pierre se leva pendant la réunion, sa voix calme mais ferme résonnant dans la salle. Ma ferme peut servir d'abri. Nous avons des structures renforcées et des provisions suffisantes pour accueillir plusieurs familles. Son offre fut accueillie avec un mélange de soulagement et de scepticisme. Certains connaissaient les histoires sur les propriétés mystiques de sa terre. D'autres doutaient qu'une ferme puisse offrir une protection adéquate contre une force aussi dévastatrice. De retour à la propriété, la famille intensifia les préparatifs. Marie organisa le stock de nourriture et de médicaments, tandis que Sophie coordonnait l'adaptation des espaces pour accueillir les gens. Les arbres argentés semblaient répondre à l'urgence du moment. Leurs feuilles émettaient une lueur plus intense pendant la nuit, et leurs sève dorées coulaient en formant des motifs qui ressemblaient à des cartes naturelles sur le sol. Hélène, qui était devenue une présence constante à la ferme, apporta une découverte intrigante. Les racines des arbres argentés s'étendent d'une façon extraordinaire, expliqua-t-elle, montrant des images d'un radar de sol. Elles créent un réseau souterrain qui semble renforcer toute la structure du terrain. Un phénomène encore plus surprenant commença à se manifester. Les arbres commencèrent à lâcher leurs feuilles de manière ordonnée, formant des chemins argentés qui menaient à des points spécifiques de la propriété. Pierre, suivant ces chemins, découvrit qu'ils indiquaient exactement où devaient être installés des renforts et des protections. Maider, le fidèle chien de la famille, passait maintenant ses nuits à faire des rondes autour de la propriété, comme s'il patrouillait un périmètre invisible. Son comportement avait radicalement changé. Il n'aboyait plus vers le ciel, mais gardait un regard fixe sur l'horizon, comme s'il montait la garde. La communauté commença à percevoir que quelque chose de spécial se passait à la ferme. Des gens apparaissaient quotidiennement, offrant leur aide pour les préparatifs. Madame Dupont apporta ses herbes médicinales. Monsieur Martin mit son tracteur à disposition pour les travaux lourds, et même Luc Mercier, l'homme d'affaires qui voulait auparavant acheter les plants, offrit des ressources et de l'équipement sans faire d'exigence. « C'est incroyable comme les gens s'unissent dans les moments de nécessité », commenta Marie, observant les volontaires travailler. Pierre acquiesça, réalisant que le véritable don des arbres mystiques n'était peut-être pas seulement leur magie apparente, mais leur capacité à éveiller le meilleur chez les gens. Un après-midi, alors qu'il supervisait l'installation de panneaux de protection, Pierre remarqua quelque chose d'extraordinaire. De petites pousses argentées commençaient à apparaître tout autour de la propriété, formant un cercle naturel. Sophie, après analyse, confirma qu'il s'agissait de descendants des arbres originaux, nés spontanément. « C'est comme s'ils créaient une barrière de protection, » dit-elle, émerveillée. « La nature s'organise pour nous défendre. » Au fil des jours, l'atmosphère à la ferme se transformait. Ce qui avait commencé comme un refuge devenait un symbole d'espoir et d'union pour toute la communauté. Les gens qui venaient aider aux préparatifs repartèrent différents, touchés par quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Le ciel s'éveilla avec une coloration violacée inquiétante, et un silence pesant planait sur la région. À la ferme de Pierre, les préparatifs entraient dans leur phase finale. La grange principale avait été transformée en un grand dortoir communautaire avec des lits superposés improvisés et des zones séparées pour les familles. L'ancien hangar à outils abritait maintenant une infirmerie d'urgence, organisée par Madame Dupont et d'autres femmes de la communauté qui avaient des connaissances en médecine naturelle. Les arbres argentés semblaient plus hauts et plus brillants que jamais. Leurs feuilles émettaient une lueur constante, même pendant la journée, créant un dais lumineux qui s'étendait sur toute la propriété. La sève dorée qui coulait de leurs troncs avait formé des motifs complexes sur le sol, comme d'anciennes inscriptions laissées par la nature. « Regardez ça !» appela Sophie, qui analysait des échantillons de sol près des arbres. « La composition de la terre change. C'est comme si elle devenait plus dense, plus résistante. » Hélène, qui ne quittait plus la ferme, confirma l'observation. Les racines des arbres ont créé un réseau souterrain si complexe qu'elles ont pratiquement transformé le sol en une structure monolithique.
C'est comme si elles avaient construit une fondation naturelle. Les premières familles commencèrent à arriver au crépuscule, suivant les directives de la protection civile. Marie les accueillait avec son calme caractéristique, désignant les espaces et organisant les accommodations. Parmi les réfugiés se trouvait l'institutrice Claire, qui commença immédiatement à organiser des activités pour les enfants, les distrayant de la peur croissante. Pierre observait tout avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. Les rêves continuaient, mais apportaient maintenant des messages différents. Au lieu d'avertissement, ils montraient des images de protection et de renouveau. La nuit précédente, il avait rêvé que les arbres argentés formaient un bouclier de lumière sur toute la propriété. Médor avait complètement cessé d'aboyer. Maintenant, le chien maintenait une vigile silencieuse, se déplaçant parmi les gens comme un gardien attentif. Occasionnellement, il s'arrêtait près des enfants, leur permettant de le caresser, comme s'il comprenait leurs besoins de réconfort. Un moment particulièrement touchant se produisit lorsque Luc Mercier arriva, non plus comme l'homme d'affaires intéressé par les profits, mais comme quelqu'un qui reconnaissait l'importance du moment. « Monsieur Pierre, dit-il en tendant la main, j'ai apporté quelques générateurs et équipements de communication. Je pense que nous pourrions en avoir besoin. » La communauté s'organisait de manière organique. Des gens qui se connaissaient à peine commencèrent à travailler ensemble, partageant leurs compétences et leurs ressources. Monsieur Martin, le mécanicien de la ville, coordonnait une équipe qui vérifiait tous les équipements. Madame Dubois dirigeait la cuisine communautaire, transformant les provisions abondantes en repas qui nourrissaient le corps et l'âme. Les arbres argentés semblaient répondre à la présence des gens. Leurs branches bougeaient doucement, même sans vent, comme si elles faisaient signe en signe d'approbation. La nuit, leur lueur s'intensifiait, fournissant un éclairage naturel qui rendait inutiles les lanternes et les lampes. Sophie passa l'après-midi à expliquer aux enfants curieux le phénomène des arbres. « C'est comme s'ils étaient des gardiens, » disait-elle, connectés à quelque chose de bien plus grand que nous tous. À la tombée de la nuit, le vent commença à changer. De fortes rafales soufflèrent du sud, apportant un air chargé d'électricité. À l'horizon, des nuages sombres s'accumulaient, occasionnellement illuminés par des éclairs lointains. Marie rassembla tout le monde dans la grange principale pour une dernière vérification. « Nous avons de la nourriture pour 2 semaines, » informa-t-elle, « de l'eau potable stockée, des médicaments, des couvertures. Nous sommes prêts. » Pierre observait l'agitation quand il remarqua quelque chose d'extraordinaire. De petites lumières dorées commencèrent à apparaître dans l'air, comme des lucioles émanant des arbres argentés. Elles dansaient dans le vent, formant des motifs qui rappelaient des constellations. Hélène, qui était à ses côtés, chuchota « C'est la sève ». Elle se vaporise dans l'air, créant une sorte de champ de protection naturelle. La nuit avançait, et avec elle grandissait la tension. Les enfants dormaient déjà, bercés par les histoires racontées par l'institutrice Claire. Les adultes parlaient à voix basse, partageant des souvenirs et des espoirs. Au centre de tout, les arbres argentés restaient comme des sentinelles silencieuses, leurs feuilles brillant de plus en plus intensément contre le ciel de plus en plus sombre. Pierre fit une dernière ronde sur la propriété, accompagné de Médor. Le vent hurlait maintenant entre les arbres, mais à l'intérieur des limites du verger argenté, un calme surnaturel prévalait. C'était comme s'ils étaient à l'intérieur d'une bulle de protection, attendant le moment où leur force serait vraiment mise à l'épreuve. L'aube n'arriva jamais vraiment ce jour-là. Le ciel resta dans un crépuscule perpétuel, avec des nuages si denses qu'ils engloutissaient la lumière du soleil. Le vent s'était transformé en une force constante et menaçante, hurlant comme une bête invisible. À l'intérieur de la grange principale, environ 200 personnes attendaient dans un silence tendu. Les enfants, assis en cercle, écoutaient attentivement l'institutrice Claire raconter des histoires sur des arbres magiques et des gardiens anciens. Leurs yeux se tournaient occasionnellement vers les fenêtres, où ils pouvaient voir l'éclat argenté des arbres mystiques s'intensifier. Pierre vérifiait les dernières attaches quand Sophie l'appela avec urgence. « Papa, viens voir ça !» Dans le laboratoire improvisé, les instruments de mesure enregistrèrent des lectures sans précédent. L'énergie émise par les arbres augmente de façon exponentielle. C'est comme s'ils se préparaient à quelque chose. Hélène, qui analysait les données avec Sophie, pointa un motif dans les graphiques. « Regardez, les ondes d'énergie sont synchronisées. Les arbres travaillent ensemble, comme un seul organisme. » À l'extérieur, le ciel s'assombrit encore plus.
Des éclairs zébraient les nuages à intervalles de plus en plus rapprochés, illuminant momentanément la propriété de lueurs violettes. Le vent transportait maintenant des objets détachés, les transformant en projectiles dangereux. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Les arbres argentés, qui brillaient déjà intensément, se mirent à pulser avec une lumière rythmique. Leurs feuilles bougeaient en parfaite synchronie et la sève dorée qui coulait de leurs troncs semblait flotter dans l'air, formant une brume lumineuse. « C'est incroyable », murmura Marie, observant par la fenêtre. « C'est comme s'ils dansaient. » Médor, qui était agité depuis des heures, se calma soudainement. Le chien s'assit au centre de la grange, comme s'il savait que son rôle d'alerte était terminé. C'était maintenant l'heure de faire confiance à la protection des arbres. Le premier impact de la tempête arriva comme un rugissement assourdissant. Les murs de la grange tremblèrent, mais résistèrent. À travers les fentes des fenêtres, les réfugiés purent voir quelque chose de surprenant. Les rafales les plus fortes semblaient dévier autour de la propriété, comme de l'eau contournant un rocher dans une rivière. « La barrière fonctionne !» s'exclama Sophie, ses yeux brillants d'excitation scientifique même au milieu du chaos. Les heures suivantes furent un test de résistance et de foi. La tempête rugissait à l'extérieur, mais à l'intérieur des limites de la ferme, un calme surnaturel prévalait. Les arbres argentés continuaient leur danse silencieuse, leurs racines pulsant sous la terre à un rythme qui pouvait être ressenti par tous. La communauté s'unit encore plus fortement pendant ces heures critiques. Des personnes qui se connaissaient à peine partagèrent des histoires et du réconfort. Madame Dubois organisa une grande marmite de soupe, son arôme réconfortant aidant à calmer les nerfs. Monsieur Martin dirigea un groupe en prière, tandis que d'autres chantaient doucement, créant une atmosphère d'espoir. Luc Mercier, l'homme d'affaires qui ne voyait auparavant que la valeur commerciale des arbres, était silencieux dans un coin, observant tout avec des yeux émerveillés. « Je n'aurais jamais imaginé, dit-il finalement, qu'il existait quelque chose comme ça. Quelque chose de tellement plus grand que nos petits plans. » Au fur et à mesure que la nuit avançait, la puissance de la tempête commença à diminuer. Les rafales de vent, auparavant violentes, se transformèrent en murmures. La lumière des arbres argentés, cependant, restait forte et constante, comme un phare d'espoir dans l'obscurité. Pierre, qui n'avait pas dormi, fit une dernière ronde sur la propriété. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Là où il n'y avait auparavant que quelques arbres argentés, des dizaines de petites pousses émergèrent maintenant du sol, leurs feuilles émettant déjà une douce lueur. « C'est un nouveau départ », dit Hélène, qui l'avait suivi. « Les arbres ne nous protègent pas seulement, ils se multiplient, ils se renforcent. » Quand les premiers rayons de soleil réussirent enfin à percer les nuages, ils révélèrent un paysage transformé autour de la ferme. Là où il y avait destruction et chaos, à l'intérieur des limites de la propriété régnait une paix absolue. Les arbres argentés se balançaient doucement, leurs feuilles scintillant comme des milliers de petits miroirs, reflétant la lumière du matin. La communauté émergea lentement de la grange, émerveillée par le contraste entre la protection qu'ils avaient reçue et la dévastation visible au-delà des limites de la ferme. Il n'y avait pas de mots pour décrire la gratitude et l'étonnement qu'ils ressentaient. Dans les semaines qui suivirent la grande tempête, la ferme de Pierre se transforma en un symbole d'espoir et de renouveau. Alors que les villes voisines luttaient pour se remettre des dégâts, la propriété protégée par les arbres argentés fleurit encore davantage, devenant un refuge naturel pour tous ceux qui avaient besoin d'aide. Les nouvelles pousses qui étaient apparues pendant la tempête grandirent à une vitesse extraordinaire, leurs feuilles argentées dansant dans le vent comme de petits miroirs. Sophie découvrit que chaque nouvel arbre possédait des propriétés uniques, certains avec des capacités de purifier l'air, d'autres d'enrichir le sol autour d'eux. C'est comme si chacun avait sa propre mission, expliquait-elle aux visiteurs qui venaient maintenant de partout pour voir le phénomène. Ensemble, ils forment un écosystème parfaitement équilibré. Marie transforma une partie de la maison en un centre d'études sur la médecine naturelle, travaillant en collaboration avec Madame Dupont pour documenter les propriétés curatives des plantes qui poussaient sous l'influence des arbres mystiques. Les résultats étaient surprenants. Des herbes communes développaient des propriétés médicinales potentialisées et de nouvelles espèces apparaissaient avec des caractéristiques jamais vues auparavant. Luc Mercier, profondément transformé par l'expérience, établit une fondation dédiée à la préservation de l'environnement.
J'ai appris qu'il existe des choses qui ne peuvent être achetées ou vendues, déclara-t-il lors de l'inauguration. Notre rôle est de les protéger et d'apprendre d'elles. Pierre, maintenant reconnu comme le gardien des arbres argentés, commença à recevoir des lettres et des messages de personnes du monde entier. Beaucoup rapportaient l'apparition de phénomènes similaires dans leur région, de petites pousses argentées émergeant dans des endroits inattendus, apportant avec elles des transformations positives pour leur communauté. Hélène coordonnait un groupe de chercheurs qui étudiaient le phénomène, toujours en respectant les limites naturelles et les mystères que les arbres choisissaient de garder. Certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées scientifiquement, disait-elle. Parfois, la plus grande connaissance consiste à accepter et à protéger l'extraordinaire. L'institutrice Claire développa un programme éducatif spécial, amenant des enfants de diverses écoles pour apprendre sur l'écologie et la durabilité dans l'environnement unique de la ferme. Sous la canopée argentée des arbres, ils développaient une connexion profonde avec la nature, emportant avec eux des leçons qui transformeraient l'avenir. Médor, le fidèle gardien à quatre pattes, gagna des compagnons. D'autres animaux commencèrent à chercher refuge dans la propriété, créant une harmonie unique entre les espèces. Il était courant de voir des oiseaux rares faire leur nid dans les branches argentées et de petits animaux sauvages coexister pacifiquement aux alentours. 1 an après la tempête, lors d'une célébration qui réunit toute la communauté, la vieille dame du marché réapparut. Ses yeux brillaient de sagesse, tandis qu'elle observait les changements. « Le cercle est complet, dit-elle à Pierre. Les arbres ont bien choisi leur gardien, et maintenant leur don se répand dans le monde. Les paroles de la vieille dame se révélèrent vraies. Chaque jour, de nouvelles histoires arrivaient de lieux lointains, de petits villages de l'arrière-pays aux grandes métropoles. Des pousses argentées apparaissaient, apportant avec elles la promesse de renouveau et d'espoir. C'était comme si la terre s'éveillait, rappelant à l'humanité sa connexion profonde avec la nature. Pierre, assis sur sa véranda au crépuscule, observait le verger argenté briller sous le ciel rosé. Marie le rejoignit, apportant 2 tasses de thé préparées avec les herbes spéciales du jardin. Sophie, qui avait décidé d'établir définitivement son laboratoire à la ferme, travaillait sur ses notes près des arbres. « Tu sais, » dit Pierre, sa voix calme et réflexive, « quand j'ai trouvé cette première pomme noire, je n'aurais jamais imaginé que nous étions au début de quelque chose de tellement plus grand que nous-mêmes. » Le soleil se coucha lentement, et les arbres argentés commencèrent leur danse nocturne, leurs branches se balançant doucement, tandis que leurs feuilles émettaient cette lueur caractéristique qui était devenue un phare d'espoir pour tant de gens. Et ainsi, l'histoire des arbres argentés continue, non seulement dans la ferme de Pierre, mais dans chaque petite pousse qui apparaît à travers le monde, rappelant à tous que les plus grands miracles naissent du soin, de la protection et de l'amour pour la nature. 10 ans s'étaient écoulés depuis la grande tempête qui avait changé à jamais la vie à la ferme de Pierre. Ce qui n'était autrefois qu'une propriété rurale ordinaire était devenu un véritable sanctuaire naturel, mondialement connu sous le nom de bois argentés. Les arbres mystiques, autrefois limités à un petit verger, couvraient maintenant des hectares entiers. Leurs cimes formaient une canopée argentée, visible à des kilomètres à la ronde, brillant comme un phare d'espoir dans le paysage. Le phénomène qui avait commencé ici s'était répandu, avec des bois similaires apparaissant dans diverses parties du monde, chacun avec ses propres caractéristiques uniques. Pierre, maintenant avec des cheveux grisonnants, marchait parmi les arbres avec la même révérence qu'une décennie auparavant. Son rôle de gardien avait évolué. Il dirigeait désormais un réseau mondial de soignants, tous dédiés à protéger et à étudier ces écosystèmes extraordinaires. Sophie, devenue une scientifique renommée, avait établi un centre de recherche de pointe à la ferme. Ses études sur la symbiose entre les arbres argentés et d'autres formes de vie avaient révolutionné la compréhension de l'écologie et ouvert de nouvelles voies pour la régénération environnementale. « Papa » appela Sophie, s'approchant avec une tablette à la main. Les résultats des derniers tests sont arrivés. Les propriétés régénératives de la sève deviennent encore plus puissantes. Marie, qui ces dernières années s'était consacrée à l'expansion du centre de médecine naturelle, les rejoignit. « Les applications médicinales sont extraordinaires », commenta-t-elle. « Nous observons des guérisons qui auraient été considérées comme impossibles auparavant. » L'impact du bois argenté allait bien au-delà de la ferme. La région, autrefois connue pour son agriculture traditionnelle,
était maintenant un pôle d'innovation en durabilité et en technologie verte. De petites start-up avaient fleuri, développant des solutions inspirées des propriétés uniques des arbres mystiques. Luc Mercier, l'ancien homme d'affaires maintenant dédié à la cause environnementale, arriva pour sa visite mensuelle. « Les nouvelles sont encourageantes », annonça-t-il. Le modèle de reboisement basé sur l'ADN des arbres argentés est en cours d'implémentation dans des zones désertifiées en Afrique et en Asie. Les résultats préliminaires sont surprenants. La communauté autour de la ferme s'était transformée. Ce qui était autrefois une petite ville rurale était maintenant un centre vibrant d'éducation et de recherche. L'école où Claire enseignait était devenue une institution modèle, avec des étudiants du monde entier venant apprendre sur la nouvelle relation entre l'humanité et la nature. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de tons roses et dorés, Pierre rassembla sa famille et ses amis proches pour un moment de réflexion. La douce lueur des arbres argentés créait une atmosphère presque magique. « Il y a 10 ans, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, nous pensions que nous protégions ces arbres, mais la vérité est qu'ils nous enseignaient sur l'unité, sur le soin, sur notre véritable relation avec la planète. » Le groupe observa en silence tandis que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel. L'héritage des arbres argentés continuait de croître, un témoignage vivant de la puissance de la nature et de la capacité humaine à apprendre, à s'adapter et à s'épanouir en harmonie avec le monde qui les entoure. 25 ans après l'apparition des premières pommes noires, le monde était un endroit très différent. Le phénomène des arbres argentés s'était répandu sur tous les continents, créant un réseau global d'écosystèmes interconnectés. Ces bois mystiques n'avaient pas seulement transformé l'environnement, mais avaient aussi profondément remodelé les sociétés humaines. Pierre, maintenant un homme aux cheveux blancs mais aux yeux toujours vifs, s'apprêtait à faire son dernier grand voyage. L'ONU avait convoqué une assemblée extraordinaire à New York, réunissant des dirigeants mondiaux, des scientifiques et des gardiens de bois argentés du monde entier. L'objectif: discuter de la prochaine étape dans l'évolution de la relation entre l'humanité et la nature. « Tu es prêt, papa ?» demanda Sophie, maintenant une femme mûre et mondialement respectée pour son travail pionnier. Elle ajusta le col de la chemise de son père, un geste qui lui rappela l'époque où elle n'était qu'une petite fille curieuse courant dans le verger. Marie, ses cheveux gris attachés en un chignon élégant, s'approcha avec une petite valise. « J'ai mis quelques flacons de notre sève spéciale. On ne sait jamais quand ça peut être utile. » L'hélicoptère qui devait les emmener se posa dans le champ adjacent au bois argenté original. En montant, Pierre eut une vue panoramique de sa propriété. Ce qui était autrefois une simple ferme était maintenant une vaste mer de feuilles argentées, pulsant de vie et d'énergie. Le voyage vers New York fut une opportunité de réflexion. Pierre se rappela comment, au fil des ans, le monde avait changé. Les grandes villes, autrefois centres de pollution et de chaos, étaient maintenant entrelacées de corridors verts d'arbres argentés. La qualité de l'air s'était considérablement améliorée et des maladies autrefois considérées comme incurables étaient en déclin grâce aux propriétés médicinales des plantes associées aux bois mystiques. À l'Assemblée de l'ONU, Pierre se retrouva entouré d'une diversité impressionnante de personnes. Il y avait des représentants de tribus indigènes qui étaient devenus gardiens de bois argentés sur leurs terres ancestrales, des scientifiques de renommée mondiale, des leaders spirituels et même des astronautes qui rapportaient comment la Terre, vue de l'espace, brillait maintenant d'une légère teinte argentée. Lorsque vint son tour de parler, Pierre monta sur l'estrade d'un pas lent mais déterminé. La salle devint complètement silencieuse. « Il y a 25 ans, commença-t-il, sa voix calme mais puissante, je n'étais qu'un agriculteur préoccupé par sa prochaine récolte. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas comme un individu, mais comme faisant partie de quelque chose de bien plus grand. » Il fit une pause, regardant les visages attentifs dans l'assistance. Les arbres argentés ne sont pas seulement un phénomène botanique extraordinaire. Ils sont un appel à nous rappeler notre vraie nature de gardien de cette planète, et non pas ses conquérants. Pierre continua, partageant non seulement l'histoire de sa ferme, mais aussi la vision d'un avenir où l'humanité et la nature coexistent en parfaite harmonie. Il parla des leçons apprises, des défis surmontés, et plus important encore, de la transformation intérieure que chaque personne expérimente en se connectant véritablement avec les arbres mystiques. À la fin de son discours, quelque chose d'extraordinaire se produisit.
De petites pousses argentées commencèrent à émerger entre les fissures du sol en marbre de la salle de l'ONU. C'était comme si les arbres eux-mêmes approuvèrent ces paroles, rappelant à tous que la nature trouve son chemin, peu importe où nous sommes. L'Assemblée se transforma en un moment historique. Ce jour-là, des nations du monde entier s'engagèrent à élargir la protection des bois argentés, à intégrer leurs enseignements dans les systèmes éducatifs et à remodeler les économies pour qu'elles soient en harmonie avec les rythmes naturels de la planète. Lorsque Pierre retourna à sa ferme, il fut accueilli par une foule. Des gens de tous âges, nationalités et origines s'étaient rassemblés pour remercier et célébrer. Parmi eux se trouvait la mystérieuse vieille dame du marché, son visage marqué par le temps, mais ses yeux brillant toujours de sagesse ancienne. « Vous avez rempli votre rôle de gardien, » dit-elle, tenant les mains de Pierre. « C'est maintenant, il est temps de passer le flambeau. » Cette nuit-là, sous la douce lueur des arbres argentés, Pierre réunit sa famille. Sophie, ses enfants, Marie et tous ceux qui étaient devenus partie intégrante de ce voyage extraordinaire. Ensemble, ils plantèrent une nouvelle pousse, née d'une pomme noire récemment découverte. Tandis que le petit arbre était doucement placé dans la terre, Pierre ressentit une profonde sensation d'accomplissement et d'espoir. Le cycle continuait, se renouvelant toujours, évoluant toujours, et bien que son rôle de premier gardien touchait à sa fin, il savait que le vrai travail, celui d'unir l'humanité et la nature, ne faisait que commencer. Les feuilles argentées brillèrent intensément cette nuit-là, comme des étoiles tombées du ciel, illuminant le chemin vers un avenir où l'extraordinaire était devenu partie intégrante du quotidien et où chaque personne comprenait son rôle de gardien de la magie naturelle qui nous entoure.